parti en feu ce jeudi dans ce bâtiment qui sert de magasin de stockage des matériels et produits sanitaires offerts par les organisations internationales de santé et les pays venus en soutien à la Guinée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit de plein fouet dans le pays. C'est vers 7 heures du matin que les travailleurs de l'aéroport ont aperçu une fumée sortir des antivols du magasin dans l'enceinte de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Et très vite, la fumée prenait tout le bâtiment. Alertés, c'est seulement aux environs de 10 heures que les services des sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux de l'incendie. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, après 3 heures du déclenchement du feu, une épaisse fumée noire enveloppait déjà le magasin. Aucune information officielle n'a filtré sur l'origine de cet incendie. Du côté des autorités de l'aéroport, ces silences radio et les médias n'ont pas été acceptés sur les lieux. Cependant, jusqu'au moment où nous quittions les lieux aux environs de 12 heures, les sapeurs-pompiers n'avaient pas reçu à ouvrir les portes du magasin en feu afin de sauver certains matériels et produits se trouvant dans le magasin. Ce qui est étonnant, c'est que jusqu'aux environs de 12 heures, aucun responsable de la coordination de lutte contre Ebola n'avait rallié les lieux de l'incendie. Autre fait marquant, au moment où les uns s'attellent à éteindre le feu, certains profitent pour voler des bidons de carburant sur les lieux. À en croire les informations reçues sur les lieux, il semblerait que la veille, c'est-à-dire ce mercredi 17 décembre, les autorités de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé à Conakry exigeaient le rapport sur les matériels et produits stockés dans ce magasin. En tout cas, l'heure est aux questions, bien que jamais les résultats d'une enquête aussi importante n'a été publié à temps et avec des résultats satisfaisants. Toutefois, les yeux et les oreilles des Guinéens restent rivés et tendus quant à la lumière sur cet incendie du magasin à l'aéroport de Conakry. Surtout que la Guinée traverse l'une des graves crises sanitaires de son histoire. Dans le cadre de restaurer la légitimité et la crédibilité de la société civile guinéenne, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement continue leurs initiatives de partage avec les familles d'acteurs. Ce jeudi, la PECUD a rencontré l'ensemble des organisations qui composent la société civile guinéenne dans un réceptif hôtelier de la place en vue de la mise en place du comité de pilotage dans les jours à venir pour la bonne marche de cette organisation. Je vous convie à aller vers une démarche collective. Un débat a toujours des contradictions, mais faisons de ces contradictions un élément moteur pour qualifier ces états généraux. Les états généraux n'ont pas démarré aujourd'hui. On est au stade d'information. Les états généraux ne démarreront que lorsqu'un organe inclusif et démocratique sera mis sur pied et qui aura l'entière responsabilité de parler au nom des États généraux, de représenter les États généraux et de mener les activités des États généraux. Le CNOX, la CONASOC et la CEDIG, dans leur déclaration commune, soulignent que les conditions idoines ne sont pas réunies pour la tenue régulière des États dits généraux de la société civile guinéenne. Dans l'attente de ces informations, le CNOX, la CONASOC et la CEDIG demandent la suspension du processus jusqu'à l'obtention d'un consensus entre les acteurs sur le mode de conduite. Suite aux manquements soulevés par le CNOX, la CONASOC et la CEDIG dans leur déclaration commune, le président de la PECUD mentionne que les recommandations seront examinées par le comité de pilotage qui sera mis en place de commun accord. J'ai écouté et pratiquement il pose des problèmes qui relèvent du comité de pilotage. Le comité de pilotage n'est pas mis en place encore, donc j'espère que nous allons continuer à encore réfléchir pour que tout le monde soit là-dedans. Au besoin, sinon les États généraux se feront. Bon, vraiment, je ne suis pas là pour condamner ou qui apprécie des déclarations de quoi et quoi. Je suis là dans le cadre, vous savez, je suis un homme précis. Je suis là dans le cadre
du partage pour la réussite des états généraux de la société civile. Il faut signaler que la PQD n'entend pas arrêter ses activités de concertation avec les familles d'acteurs. Sur ce, elle envisage d'organiser des rencontres d'échange dans les différentes régions et préfectures du pays et aussi rencontrer la diaspora afin de concrétiser leur organisation. Mais qu'à cela ne tienne, force est de reconnaître que la société civile guinéenne bat de l'aile et reste minée par une crise de confiance sans précédent. La pénurie d'eau, on en parle encore, toujours et maintenant. Nous sommes ici, en plein cœur de la capitale, l'une des premières banlieues qui se trouve entre le centre administratif Kaloum et la haute banlieue, précisément à Koléa, dans la commune de Matam. Des bidons dans une charrette, ces jeunes revendent de l'eau dans ces quartiers. Une activité qu'ils pratiquent depuis des années. Il explique comment il est venu dans ce petit métier. golle go ala quoi si golle go no wodi non tigi na tano e dum kono ko angal golle go ala ko wota on tigi na to jugol naati dum do no débrouillade kono mi nebi e dum do trou on tigi de no yide intérêt mun quoi intérêt ne mun on tigi si yalti yewgol lo e bay intérêt mun quoi wonde e bay wan wa 60.000 wonde wan wa 80 nebiri wo way hari la yeyde quoi har la yeyde café noir café wala restaurant quoi har la yeyde kono bay min momi yeydata ɗon on men ɗumannaki mi acciti ɗum ɗon mi jokki ɗum ɗon. Plus loin, cet autre confirme qu'il est fier de ce métier car il arrive à subvenir à ses besoins et satisfait ses clients sur le plan hygiénique. Bay mi fuɗɗi ke yeyde ndiyam mi tawi bidoru ko 1000 francs woni yeyude min ni joni bay mi miɗo taki ka quartier ɗo jama fof no andi lan mi yomi jippin prix on mi ɗoyta prix on mi yeyira ɗiɗi 1500 tati 2000 on tuma min mi fuɗɗi yeyde ndiyam mi yeyi ndiyam ha no hawrodirɗen ɗo ni hara yandi min jeji on ko yon ɓowdu wallitade men no min heɓira ndiyam par ce que si mi yeyi ka pompi ko guere min heɓirta ndiyam koye mi ranwa. L'occasion est opportune à tous ceux qui, de près ou de loin, souffrent par manque d'eau en pleine capitale. Ici, à Matam, les citoyens se plaignent de cette mauvaise image que représente la ville de Conakry. Le minimum d'eau obtenu à partir de ces vendeurs dans les bidons, dont la plupart des citoyens consomment, n'est pas du tout assaini, du moment que cette maladie dévastatrice à virus Ebola règne. À cela vient s'ajouter la présence des eaux stagnantes et les décors d'ordures partout, ça et là, à travers les lieux. Pour ces femmes, c'est tout à fait des difficultés. Il reste à savoir s'il faut continuer d'acheter l'eau chaque matin ou s'occuper des autres frais de la maison. Parce que malheureusement il y a ça même on va bidon finir ça des 1500 ari haifa puis ra bidon wuyari na sara ri charet sarama ya sarama ne 5000 francs donc il a 5000 calculé par mois go asa ma 150 000 donc na bala mutoro demande na pompette ni o barata misa san sabakola den kale senambula ira jike bon ande men fayne aye de manka ala ko jiko de sonay note lolo yi hankili to wodi bi bolo wodi ti bolo fu yaji sane ba jiti ba na atene jullala fu ya san wodi lela ni ma san wodi la e gira e ba men na lo atene lola do e ba ma ine ka konye ji ko ara fo ka ko mandeni. Suite à l'intervention du tuteur de ces vendeurs d'eau dans les charrettes, pense qu'il est vraiment nécessaire de servir la population car elle souffre énormément. A rappeler qu'il est grand temps d'agir, car si par ailleurs il y a des révoltes dans ce pays dit de château d'eau d'Afrique de l'Ouest, c'est dû d'une part à cette incapacité de subvention des besoins de la population en eau et en électricité qui constituent les besoins primaires. Il y a 6 ans que disparaissait le général président Lansana Conté,
pour honorer la mémoire de l'homme d'État qui a dirigé la Guinée de 1984 en 2008, sa famille politique entend organiser de grandioses manifestations en prélude du symposium consacré à la vie de l'homme du 3 avril. Au dire du secrétaire général du Parti de l'Unité et du Progrès PUP, c'est sous le signe de la tolérance que sera commémoré les 6 ans de la disparition de l'homme de Bouramaya. Nous commémorons l'homme sous le signe de la détermination à continuer la lutte, la détermination à maintenir le parti haut, de la détermination à maintenir son idéal républicain, à faire en sorte que nous restions les garants de la démocratie et que nous puissions participer au renforcement, comme toujours, de l'unité nationale, de la concorde et de la cohésion entre les Guinéens. Voilà le signe sous lequel nous voulons faire notre symposium. Naturellement, et il faut ajouter à ça peut-être, comme le président Lansana Conté l'a toujours été, nous avons réagi par rapport à ça, mais nous sommes tolérants. Donc nous resterons toujours sous le signe de la tolérance. Poursuivant, Moussa Solano martèle que nul ne peut occulter ou transformer l'histoire de la Guinée en faisant fi de l'existence du général Lansana Conté. Mais nous avons ouvert les vannes et maintenant nous avons beaucoup de bruit. Alors donc moi j'ai dit, le président Lansana Conté avait raison, parce que pour lui, il a expliqué de façon simpliste. Il dit si nous avons deux partis, l'un sera dans l'opposition et l'autre sera au pouvoir. Tu es obligé d'être dans l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'ethnocentrisme, il n'y a pas de racisme, tu es obligé d'être dans l'un ou l'autre. Ou dans les deux partis, on ne peut pas parler d'ethnocentrisme. Plus loin, le secrétaire général du PUP indique que le président Lansana Conté est l'artisan de l'ouverture de la Guinée au monde et de la démocratie. Parce que quand tu dis que tu prends la Guinée là où l'autre a laissé, nous ce que nous savons, c'est que le président Lansana Conté a fait un cochique formidable. Il a choisi des hommes compétents, capables. Les régimes qui viennent après lui ne s'en passent pas. Donc les gens sont à la hauteur. Aujourd'hui, on fait appel à ces valeurs-là partout, y compris à la présidence de la République. Et nous, c'est une fierté pour nous. Qu'on dise que ce sont les éléments du PUP qui contribuent jusqu'aujourd'hui à régler les problèmes de la nation. Mais nous sommes heureux, nous sommes fiers et nous bombons le torse. Parce que c'est ça ce que nous recherchons. Il est à signaler que le général Lansana Conté est venu au pouvoir le 3 avril 1984 à la suite de la mort de Sékou Touré. Et de cette date, il a dirigé la Guinée jusqu'au 20 décembre 2008, date de sa mort. Au cours de ces 24 années de règne, le général président Lansana Conté a ouvert la Guinée au monde et instauré le multipartisme et la démocratie. Il a à son actif 3 élections présidentielles organisées sous son magistère. Les accidents en mer deviennent de plus en plus fréquents. Le dernier naufrage en liste est celui de Fouré-Karia qui a coûté la vie à des dizaines de personnes en ce mois d'octobre. Le port de Boulbinet, l'un des plus anciens, relie la presqu'île de Kaloum aux îles de Los, devient un véritable pôle d'affaires. Dans ces barques de fortune, c'est plus de 50 personnes qui embarquent à bord de ces pirogues pour la traversée. Très souvent, ces pirogues chavirent. Ces naufrages ne sont-ils pas dus au laxisme des responsables qui ne font pas respecter les mesures sécuritaires? Nous sommes des agents de sécurité, mais nous n'avons pas de force d'aller prendre les gens par la force. On les sensibilise pour qu'ils comprennent ce qui se passe. T'as vu? Mais il y a certains toujours persistent. Bon, on demande toujours à la population pour qu'ils puissent nous comprendre ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous ne sommes pas là contre quelqu'un. Nous sommes là pour la sécurité de ces gens-là et leur bien. Bon, au niveau des enfants, il n'y a pas de gilets approuvés pour les enfants. Mais les femmes, c'est obligatoire, il faut qu'elles portent les gilets, comme les hommes aussi. Plus loin, cet agent de sécurité explique les problèmes auxquels ils sont confrontés. On a beaucoup de problèmes ici. La première masure d'abord, vous avez dit, on n'a pas de l'abri. Bon, nous sommes obligés de faire l'instruction. Mais il n'y a pas de l'abri où on peut faire l'instruction. C'est pourquoi, à chaque barque qui sort, on compte le nombre exact. On mentionne
plus les enfants et les adultes. Mais le problème majeur ici qui nous empêche, c'est le problème de l'abri. Vous avez vu, on passe toute la journée sur le soleil. Ça, on demande l'État de faire face à ça. Il faut signaler que les traversées dans des pirogues vers les îles ne sont pas sécurisées. Cependant, les responsables de ce port reçoivent souvent du matériel de protection et de secourisme des partenaires étrangers. Et face à ces hécatombes, les autorités doivent songer à trouver les bateaux qui répondent aux normes pour de telles traversées. Les chefs d'État du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et du Tchad ont clôturé ce mardi le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette première édition s'est penchée sur les nouvelles menaces dans un paysage sécuritaire bousculé par les conflits armés, le crime organisé, le terrorisme, la piraterie et les fléaux de santé publique. Pour Macky Sall, chef de l'État du Sénégal, le moment est venu de redéfinir la stratégie de maintien de la paix pour faire face aux groupes armés. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. Et aucun moyen ne doit être de trop pour que les forces, les casques bleus des Nations Unies soient sur le terrain pour combattre et non pour une quelconque interposition. Face à la montée d'une nouvelle génération de terroristes plus jeunes et plus connectés au monde globalisé, tels que Boko Haram et AQMI, le Forum de Dakar préconise une coalition des États. Les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux. Les chefs d'État africains s'unissent pour faire face aux défis sécuritaires du continent. Mais au-delà du continent africain, c'est le monde entier qui est menacé par la poussée de l'extrémisme religieux qui, selon le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, trouve sa source au sud libyen. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du sud libyen, il n'y aura pas la paix dans nos régions. Cet arsenal fabuleux qui est là, qui s'enrichit chaque jour, on le sait, qui est devenu un marché fabuleux d'armes à destination de nos pays. La prévention des conflits constitue également une stratégie à mettre en œuvre. Il s'agit d'un important sujet selon l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Il appelle les leaders africains à prendre les devants en mettant en place un système d'alerte et d'anticipation. La prévention passe également, selon lui, par la mise en place effective de la force africaine en attente. 1500 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de l'État béninois, exercice 2015, qui a été adopté. Réunis en séance plénière ce mardi 16 décembre, les députés ont donné leur accord au projet de loi des finances 2015. 75 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Le budget ainsi voté connaît une augmentation de 379 milliards comparativement à celui en cours, ce qui représente une hausse de plus de 33%. C'est un budget qui intervient dans deux contextes qui se tiennent. Le premier contexte, c'est la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux finances publiques. Et comme vous avez dû le constater, c'est la première fois que le Bénin élabore un budget conformément à cette loi. Et la démarche méthodologique qui a conduit à l'élaboration de ce budget témoigne déjà des innovations que cette loi nous impulse. Selon le ministre des Finances, ce budget traduit les grandes ambitions du Bénin à l'horizon 2018 et met en lumière deux grandes innovations, la promotion de la production agricole locale et la promotion des petites et moyennes entreprises. En effet, plus de 50% du budget est destiné au secteur productif. Les projets innovants de développement exposés à la table ronde de Paris, tels que la construction d'un hôpital de pointe, l'aménagement des régions touristiques, entre autres, pourraient être mis en œuvre. Ce budget vise essentiellement à venir renforcer les acquis économiques et sociaux du Bénin, qui sont pour la plupart au vert. Et comme vous le constatez ces derniers moments, le Bénin a enregistré beaucoup de succès sur plusieurs indicateurs.
Ce budget s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi organique visant à harmoniser les lois des finances dans l'espace UEMOA. Suite à son adoption, l'exécutif promet mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes afin de le mettre en exécution. Il faut rappeler que l'année antérieure, le budget de l'État n'avait point reçu le quitus des élus du peuple, contraignant le président béninois à la prise d'une ordonnance. Après avoir tué les jeunes, les insurgés ont emmené femmes et filles, selon un habitant de Goumsouri qui a fui l'attaque de Boko Haram dimanche dernier. 32 personnes ont péri. Des dizaines d'autres, probablement plus d'une centaine, ont été enlevées dans ce village du nord Nigeria. Il est situé à 70 km au sud du fief historique de la secte islamiste Maïdougouri et non loin de Chibok, où 200 lycéennes avaient été enlevées en avril dernier. Devant l'ampleur de l'attaque, la milice anti-islamiste qui protège le village a été complètement dépassée. 3 jours plus tard, nouvelle offensive à 200 km de là, côté Cameroun cette fois-ci. Les troupes armées postées à Amchidé ont riposté à une attaque de Boko Haram, tuant 116 islamistes, selon le ministère de la Défense camerounais. L'armée, elle, déplore au moins un mort. Amchidé n'est séparé que par un pont de la localité nigériane de Banki, contrôlée par Boko Haram. La localité du Nord Cameroun avait déjà fait l'objet d'une attaque le 15 octobre dernier. Des dizaines de civils et de soldats avaient été tués lors d'un assaut contre une base militaire. Les incursions de Boko Haram se multiplient dans cette zone depuis plusieurs mois. 1 millier d'islamistes y auraient perdu la vie contre quelques dizaines de militaires camerounais selon l'armée. Aucun bilan des victimes civiles n'a pu pour l'instant être établi. Presque 2 ans après l'assassinat des opposants tunisiens Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd, 4 djihadistes se réclamant de l'organisation de l'État islamique ont revendiqué pour la première fois leur mort. Une revendication faite par le biais d'une vidéo diffusée sur Internet. L'homme qui pointe du doigt la caméra est Abou Moukatel. Voici ce qu'il déclare dans son communiqué adressé aux forces de sécurité tunisiennes. Oui, tyran, c'est nous qui avons assassiné Chokri Belaïd et Brahmi. Et nous reviendrons en Tunisie, et nous assassinerons beaucoup parmi vous. Et nous lèverons l'étendard, il n'y a de Dieu que Dieu. Abou Moukatel, de son vrai nom Boubaker Al-Hakim, est un franco-tunisien en fuite, déjà condamné en France dans l'affaire dite des filières irakiennes du 19e arrondissement de Paris. Un élément terroriste selon le ministère de l'Intérieur tunisien. La revendication de ces 2 assassinats intervient à un moment clé, 5 jours avant le 2e tour de la présidentielle, un message fort envoyé par les djihadistes. C'est une déclaration de guerre à l'État tunisien, c'est un appel à commettre des attentats, mais aussi ces 3 djihadistes tunisiens, ils appellent leurs confrères ou leurs sympathisants en Tunisie à vouer allégeance à l'État islamique. Ils appellent les Tunisiens, à défaut de commettre des actes en Tunisie, à rejoindre donc la Libye et l'Algérie. L'assassinat des 2 opposants avait provoqué une onde de choc en Tunisie, des manifestations sans précédent depuis 2011. Le départ pour le djihad de 2000 à 3000 Tunisiens inquiète le gouvernement qui craint que certains d'entre eux ne déstabilisent le pays. La première conférence des maires de Centrafrique a pris fin ce 17 décembre à Bangui. Plusieurs maires des pays de la sous-région ainsi que de la Centrafrique ont pris part à cette rencontre. Les participants ont abordé plusieurs thématiques telles que la paix, le rôle des autorités locales dans la réconciliation, la reconstruction pour le développement local et le retour des déplacés internes. Cette conférence a réuni les maires de Centrafrique en associant les maires des grandes villes de la sous-région pour faire le point, tout simplement, de ce qui prévaut en matière d'administration locale. Vous savez bien que les maires sont des élus locaux. Ils ont à charge la politique de proximité en matière d'épanouissement social. La question du retour des déplacés internes a été soulevée afin de trouver des solutions pour sécuriser la sous-région et renouer ainsi le dialogue entre les différents groupes du pays. La conférence était placée sous les thèmes de la paix, la réconciliation et le retour des déplacés dans la dignité. Et donc les questions d'antinomie entre
les groupes sociaux. Nous n'avons pas parlé des belligérants, hein, parce que vous savez, les anti-Balaka et les Sénéca, ils ne font pas partie de ces populations dont nos maires s'occupent dans nos provinces, voyez-vous. Et donc, il était question de jeter les jalons pour le dialogue intercommunautaire, pour la réconciliation et la relance des activités économiques, sociales et culturelles dans nos municipalités. En République centrafricaine, la présidente Catherine Samba Panza a fixé au 15 février 2015 la fin de la transition politique. Le pays traverse une grave crise socio-politique depuis mars 2013. La fin de la période de transition a été décidée suite à des consultations avec des forces vives de la nation. Elle devrait déboucher sur l'organisation d'élections générales et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. On voit clairement cette image très forte des deux présidents, le président américain et également Raúl Castro, pendant qu'ils font cette annonce historique simultanément depuis les États-Unis et Cuba. D'autre part, eh bien, La Stampa, ce quotidien centriste qui ouvre avec cette photo très forte de célébration dans une école primaire à La Havane. Enfin, c'est le quotidien catholique Avenir qui revient longuement sur le rôle clé, le rôle crucial qu'a joué le pape François dans ces négociations. Il reparle du dégel entre États-Unis et Cuba et il revient sur les principaux événements qui ont précédé cette annonce. Eh bien, le rôle du pape a été crucial, c'est ce que tous les analystes s'accordent à dire. Le pape François a écrit directement au président Barack Obama et Raúl Castro. Il leur a demandé de surmonter les différences dans l'intérêt de leurs citoyens respectifs. Il les a invités à résoudre des problèmes humanitaires, des questions très concrètes, notamment la question de certains détenus. L'objectif de tout ça, c'était évidemment ouvrir une nouvelle phase dans les rapports bilatéraux entre Cuba et les États-Unis. Le pape François a également reçu en octobre dernier, il y a quelques semaines seulement, des délégations des deux pays. On sait également que cette annonce historique faite hier est un succès diplomatique pour le Vatican qui se retrouve à nouveau au centre de la scène mondiale. On sait que le pape François a un réel pouvoir d'influence et c'est ce qu'il utilise pour prôner la réconciliation dans les différents conflits dans le monde.